Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve encore à la ferme de Paris, au bois de Vincennes. Donc, Héloïse est là pour nous accueillir. Elle nous avait déjà présenté un live avec sur les lapins, les Sur les soins aux lapins. lapins, etc. Mhm. Et puis aujourd'hui il y a Bastiano aussi, Oui. qui est service civique à la ferme. Donc, Tout à il est là fait. le dernier jour je crois. Exactement. Et donc il va participer à la présentation donc, du potager pédagogique. Oui, bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui, voilà, on change d'aspect après avoir vu un petit peu toutes les parcelles avec les animaux dans les précédents épisodes. Aujourd'hui, on va plus se concentrer à l'aspect végétal du potager pédagogique. Donc rentrez, on va vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Ici, vous avez un bon angle normalement. Donc en fait, le potager pédagogique, il va vraiment avoir une vocation éducative et pédagogique. Ici, vous n'allez pas voir des rangs de culture typiques d'une culture maraîchère. On est en train d'installer des parcelles de maraîchage, mais ça, c'est pas le but de cet endroit-ci. Donc là, on a tous les aménagements qu'on fait vraiment se font avec des groupes. Par exemple, ici, c'est une structure surélevée qu'on dit bateau. Pour les personnes par exemple, qui ont mal au dos, cultiver sans trop se baisser. Donc aujourd'hui, on est le jeudi à la ferme. Tous les jeudis, on fait le curage de tous les animaux de la basse-cour, toute la litière végétale, et on récupère la paille souillée. Donc c'est pour ça en fait qu'on fait un circuit fermé. On réutilise notre matière organique de la ferme pour l'associer au potager. Donc là, on a fait un paillage avec le reste, le curage d'aujourd'hui. Donc on est en hiver, hein, donc le potager est en hivernage. Donc on met en place ce genre d'aménagement, de paillage. On n'est jamais un sol à nu. On essaye vraiment d'appliquer la philosophie de la permaculture sur la ferme. Donc c'est pareil, tout le cycle des plantes, on les laisse arriver à maturité pour récupérer les graines. Vous verrez des cardons qui se sont ressémés tout seuls en fait sur la ferme. Et donc au mois de janvier, c'est pas la saison des tomates ni des courgettes, donc on verra pas ça aujourd'hui. Justement, Héloïse, excuse-moi, mais tu as parlé d'hivernage. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la notion d'hivernage? L'un d'entre vous pourrait nous expliquer Oui, alors l'hivernage, c'est vraiment le fait d'entretenir son potager en hiver, donc protéger ses cultures, protéger son sol avec le paillage comme j'ai dit. Et donc on peut dire aussi que c'est un potager en dormance, ça fait appel aussi à la dormance, que ça va être bientôt le réveil au printemps de toute cette nature. Et donc pour expliquer une graine en dormance, c'est le réveil, c'est la stratification, c'est ça? La stratification, c'est le moment où elle se gorge d'eau pour au printemps se réveiller. Voilà, en fait on va lui donner un petit coup de froid pour faciliter sa germination. Donc, sinon des graines, on peut les stocker des années et sans qu'elles germent dans des endroits secs. Voilà un petit peu pour le principe de l'hivernage. Donc au mois de janvier, on entretient de cette manière-là. Donc c'est aussi un potager, comme j'expliquais, qui est vraiment fait, tout ce qu'on fait, on le fait vraiment avec des groupes, avec des classes scolaires, avec des groupes en situation de handicap. Par exemple, la pergola que vous voyez là-bas, elle a été construite avec des personnes en situation de handicap qui essayaient justement de retrouver de la motricité en essayant de faire des nœuds sur les bois, etc. Et donc cet aménagement de pergola nous servira par la suite pour mettre des plantes grimpantes, par exemple, en tant que tuteur. Voilà un petit peu le principe de ce potager pédagogique. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les plantes aromatiques, parce que même si on est en hiver, il y a des plantes vivaces. Donc des plantes vivaces, ce sont des plantes pérennes qui, sur plusieurs années, sont récoltables. Donc ici, par exemple, on a un laurier sauce. Donc une plante aromatique, c'est pas forcément une plante comme la menthe. Vous en connaissez sûrement déjà, vous, des plantes aromatiques. Il y en a des très classiques, mais on trouve vraiment sous toutes ces formes des plantes aromatiques. À la fois, ça peut être des arbustes, ça peut être des arbrisseaux, ça peut être des plantes herbacées. Et donc ici, on a l'équivalent d'un laurier sauce, donc il peut aller jusqu'à 10 mètres de haut. Il nous sert aussi de haie au potager. Et donc voilà, on voit bien que le laurier, il est très aromatique dans les plats en sauce et il se sèche très bien, il se conserve très bien séché. Et derrière vous, alors, Carlos, est-ce que tu connais quelques plantes aromatiques? Alors là,
Sarriette, mais je triche, il y a la pancarte. Ouais, très bien. Mais est-ce que tu sais à quelle famille ça appartient? Et à quoi elle te fait penser, la sarriette? Si tu regardes de plus près. Et si tu... Donc ici, c'est plantes aromatiques, il faut vraiment faire appel à nos sens. Donc, touche. Donc c'est plus compliqué en période de Covid avec les masques. Un petit peu, Il y a vraiment l'odeur. Une bande d'aromatiques de la famille des Lamiacées. Donc on retrouve la sarriette, le romarin. Le romarin, donc vivace, hein, donc romarin de la famille des salvias, comme la sauge, donc qui va vraiment donner du goût à notre poulet ou à nos pommes de terre. Donc ça peut vraiment créer un arbuste énorme, là il fait 1,50 m. C'est complètement ligneux, Il peut monter jusqu'à 2 mètres. Hein. C'est le bois, et donc là on voit bien, on voit bien le et puis il fait des fleurs aussi, ouais, donc il a 2 mois d'avance. Il est un petit peu en avance, mais effectivement là c'est pas encore la période de floraison pour les aromatiques, hein, ça va être vraiment printemps-été. Mais c'est quand même le romarin, on peut le récolter et le consommer toute l'année, donc en infusion ou comme tu disais dans des viandes. Le bouturer très facilement aussi. Donc, comment? C'est une méthode facile Alors très simple, on prend 25 cm à peu près son doigt, on place, on prend surtout des branches de l'année, là c'est pas le moment, on va plutôt faire ça en automne. Donc on va prendre des branches de l'année, on va placer ses doigts pour avoir la taille, on va couper sur la branche de l'année et puis on va replanter directement en terre. On fait ça, c'est très rustique comme plante, du coup ça va très facilement reprendre racine en fait. Et du coup, au lieu d'acheter son plant de romarin en magasin, on va trouver un plant de romarin un peu dans la nature, un peu n'importe où. Et puis à l'automne, on coupe sa petite bouture pour pouvoir en avoir pour le printemps. C'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes de multiplication, donc la bouture en est une, et on peut aussi faire des semis directement. Hein. Le persil, c'est une plante annuelle qu'on sème au printemps. Donc annuelle, c'est-à-dire qu'elle met... Qui fait un cycle d'1 an, à l'inverse d'une plante vivace. Donc par exemple aujourd'hui, il n'y aura pas de basilic. Vu que c'est vraiment le stade de croissance, et donc là ça va du semis jusqu'à la floraison. Donc on va attendre de refaire des semis. On fait souvent des associations aussi de culture au potager, dans les principes de la permaculture. Oui. Donc ce basilic et tomate par exemple, ça s'associe bien, et le basilic en fait avec sa forte odeur est assez répulsive, par exemple pour des mouches ou des insectes qui vont aller sur les tomates. Et par exemple là Héloïse, je vois un fraisier, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que vous avez donc fait exprès de planter une lavande, c'est ça? Oui, c'est par rapport à l'association fraise-lavande. Alors effectivement, ça peut faire un couvert de sol, le fraisier, sachant que sous les arbustes, souvent, on ne va pas retrouver d'autres plantes. Du coup, le fraisier va bien se plaire dessous. En plus, ça va lui donner de l'ombre. Donc ça va être facile d'implanter du fraisier sous un arbuste. Moi, je sais que j'ai mes courges chez moi qui vont souvent courir sous le romarin. Bon, là, il est un peu écrasé sur le sol, du coup moins. Mais je sais que du coup, dessous, il va y avoir une fraîcheur, ça va faire de l'ombre. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des associations de ce type avec, par exemple, des plantes aromatiques qui vont faire de l'ombre, donc on va éviter de trop cultiver dessous. Et puis on ira voir aussi de plus près l'absinthe, mais l'absinthe il faut vraiment la planter en bordure de ton potager parce qu'elle a des racines. En fait, elle a une essence dans ses racines qui vont inhiber la croissance des plantes à proximité. Donc si vous avez des mauvaises herbes, c'est bien, mais si vous voulez faire pousser d'autres plantes comestibles, c'est plus compliqué. Donc voilà, en fait, c'est vraiment les plantes aromatiques ont, avec ces essences, vraiment des pouvoirs répulsifs pour des nuisibles au jardin. Et donc elles sont très intéressantes à les associer avec les cultures potagères. Oui, on est passé devant un peu vite, mais la lavande, j'étais dans le feu de l'action. La lavande, on en a aussi là-bas, mais c'est considéré comme une plante aromatique. Donc on est plus habitué à la mettre dans ses vêtements qu'à la manger, mais on peut faire des infusions. Après, on aime ou pas, c'est assez fort. Ça se consomme en infusion. Oui, en infusion. Tu fais sécher des feuilles. Oui, c'est plutôt les fleurs, pardon. Et parce que dans les aromatiques, c'est pas toujours la feuille, ça peut même être la racine, la graine. La graine de céleri, on peut faire des marinades de céleri vivace. D'accord. Je ne savais pas du tout que ça pouvait se consommer. Pour moi, effectivement, c'était les sachets de grand-mère. Cette odeur qui peut être très intéressante. Ça peut, pour faciliter le sommeil aussi, Et ici, on a une autre aromatique qui est peu connue, c'est l'hysope. Donc
c'est sûr que c'est pas la période de floraison, mais Bastiano, si tu veux nous dire Ouais, quelques de mots toute façon, sur c'est une voilà, les feuilles d'Isa. encore, hein. C'est vrai qu'elle est peu connue. Alors, c'est une plante qui pousse très très bien dans le bassin parisien parce qu'on a un sol calcaire et c'est une plante qui pousse très bien sur les sols calcaires. Donc, on l'utilise beaucoup dans les sauces en fait. On l'utilise pas mal dans les sauces. Et en fait, elle est utilisée depuis l'Antiquité. Elle a été utilisée pendant beaucoup le Moyen-Âge, chez les curés, dans les jardins de curés, des choses comme ça. Elle est un peu tombée en désuétude, hein, mais je pense qu'elle a un potentiel de revenir. Elle a un petit goût qui est assez sympa pour relever, qui est assez cool. Et qui pousse vraiment très très bien dans nos jardins parisiens, qui va vraiment bien s'implanter. Ouais. C'est la première fois que j'entends. C'est vrai, c'est même considéré comme une plante médicinale, mais nous, on ne va pas aborder ce thème-là aujourd'hui, mais très intéressante au potager, oui. Et puis, bon, là encore un exemple d'aménagement au potager pédagogique, ça a été fait via un chantier participatif. Donc c'est vraiment pour faire un tuteur pour toutes les groseilles, et puis il y a des framboisiers aussi, je crois. Et donc, comme disait Bastiano, merci. Désolé. Comme disait Bastiano, effectivement, ça créera quelque chose en hauteur dont l'ombre pourrait éventuellement bénéficier à ce qui est au sol. Oui, de toute façon. Oui, exactement, parce qu'en plus, on a la course du soleil qui est juste derrière. D'accord. Donc là, en plus, ça va nous faire de l'ombre pour les fraisiers, Ouais. dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. C'est sûr qu'on ne va pas mettre les tomates derrière une haie fruitière. Mais tout est pensé, je veux Oui, dire. oui, on en essaye termes de culture, d'aménager tout est un pensé design pour- d'association, effectivement. On peut passer par ici. Donc la pergola dont je vous parlais, les cardons qui se sont ressemés vraiment avec le vent, les graines en fin de cycle, hop, donc on en a beaucoup sur la ferme. Mais c'est la même famille que l'artichaut et le cardon est aussi consommable. Bon, c'est pas une plante aromatique, on s'éloigne un petit peu, mais là je voulais aussi vous montrer que dans le potager en janvier justement, on va aussi faire c'est pas vraiment un paillage, mais on recouvre le sol en fait d'un engrais vert. Donc ici là ce que vous voyez, les petites touffes, tout ça, c'est donc c'est la famille des graminées, on dirait de l'herbe, mais c'est des céréales, c'est du seigle. Et en fait le seigle va nous servir en engrais vert au potager pour ensuite capter l'azote de l'air, et au moment où on va le faucher, on ne va pas le laisser faire son cycle d'épiésion et récupérer les grains de seigle. On va vraiment le laisser sur le sol pour enrichir le sol et par la suite faire une culture qu'on désirera plus tard. Donc on peut faire des engrais verts en décembre. Alors il y a la facélie, le trèfle, la moutarde, c'est un très bon engrais vert. La famille des fabacées en général. Les vestes qu'on peut mettre avec d'ailleurs les seigles d'automne. On peut associer les cultures parce que vous savez que sur le seigle, ça va servir de tuteur à la veste. On peut suivre ce petit dallage fait aussi par des étudiants, je crois. Et alors, on parle de plantes aromatiques aujourd'hui. Dans le potager, on peut aussi récolter quelques légumes, dont un qui est ici. Est-ce que je vais réussir à en sortir un? En fait, ce qu'on va consommer, c'est la partie en terre, donc la racine. C'est une tubéreuse, donc c'est la famille des élianthies. Comme le tournesol, ça fleurit jaune. Donc là, on ne voit plus, mais en septembre, octobre. Et donc là, on a. Est-ce que vous reconnaissez ce légume, un légume ancien? C'est un topinambour. Ouais, bravo, topinambour. C'est un petit goût d'artichaut un petit peu, moi, je trouve. Oui, c'est vrai, un petit peu. Un Même peu noisette aussi, ouais, je trouve aussi. Donc tout ça, en fait, ce petit carré là, tout en dessous, c'est des topinambours. Donc Ouais, parce qu'en fait, on a déjà récolté. on fera un live, non pas un live, pardon, une vidéo en février sur les légumes de saison. Donc on en parlera à ce moment-là. Sur la page, on n'oublie pas, c'est sur la page de la ferme. Ce sera sur la page, oui, ce sera sur la page de la ferme de Paris directement. Ouais. Pour les topinambours. À l'absinthe. Donc l'absinthe, c'est la famille donc c'est une plante aromatique. Elle a un goût amer, comme ça on ne mange pas les feuilles fraîches, hein, on va vraiment les sécher. Et puis on peut la consommer, mais à petite dose, parce qu'en fait elle a une essence qui s'appelle la tuyonne.
et qui a des principes abortifs, donc vraiment à éviter pour les femmes enceintes, et aussi neurotoxique, hallucinogène, dont c'est pour ça que l'alcool a été interdit d'ailleurs. Mais bon, elle est quand même intéressante en associant à petite dose avec du chocolat par exemple. On peut faire des gâteaux chocolat blanc. Chocolat blanc, oui. Ouais. Et puis la Tanisie aussi, qui est de la même famille, on verra après. On peut mettre... mais voilà, comme ça, on ne la consomme pas, c'est amer. Et je vous disais aussi au jardin, la mettre en bordure parce que elle peut, avec ses racines, limiter la croissance des plantes à proximité. Je crois que c'est très anisé, hein, c'est ça? Anisé, ça fait penser au Ricard, effectivement. Ouais. Ça fait penser au Ricard. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui quand on boit de l'absinthe. Aujourd'hui, il n'y a plus la tuyonne, on a des procédés pour enlever la tuyonne. Donc la fée verte, toutes les histoires de Paris à l'ancienne qui rend fou, aujourd'hui c'est plus le cas et c'est pour ça que l'absinthe aujourd'hui est de nouveau autorisée. Parce qu'on a un procédé pour enlever cette tuyonne hallucinogène de la plante. D'accord. Puis pour revenir un petit peu sur la... Il y a toujours de l'alcool. Hein. Il y a toujours de l'alcool. Pour revenir sur la famille botanique, on voit les feuilles là. Donc c'est plus, donc on consomme la feuille. Hein. Tout à l'heure je vous disais, on ne consomme pas toujours la feuille, parfois c'est la fleur. Là pour le coup c'est la famille des astéracées, donc on va consommer la feuille. Et donc on voit bien qu'elles sont striées un petit peu ces feuilles, elles ne ressemblent pas du tout à la menthe, donc il y a vraiment des formes, des couleurs très différentes chez les plantes aromatiques. C'est très divers, il y a une grande diversité, vous voyez, entre le laurier, la menthe, l'absinthe, mais il y a toujours une forte essence odorante en fait qui les caractérise. On peut peut-être aller voir la Tanisie qui est de la même famille que celle-ci justement. Donc la Tanisie c'est pareil à consommer quand même à petite dose. Donc ça fleurit au mois de juillet. Donc ça va les baies jaunes. Donc ça fait vraiment, on appelle ça un capitule. C'est une inflorescence en fait de plusieurs feuilles. Donc bon, là c'est pas le cycle, mais vous voyez en fait ça se ressème au sol là. Les graines, on a laissé monter en graines et hop, ça s'est ressemé. Donc ça, c'est la feuille qu'on consomme. On ne va pas consommer la capitule en hauteur, en floraison jaune. On va vraiment consommer la feuille qui ressemble un petit peu à la feuille d'armoise de la famille des Artémis. L'absinthe qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même famille, les astéracées. Donc on a très amer d'ailleurs. Voilà, c'est toujours pareil, le côté amer. Donc à petite dose et interdiction pour les femmes enceintes. Donc on a vu les lamiacées, la famille des lamiacées tout à l'heure. On a encore une partie de aromatiques de cette famille. Donc c'était les lamiacées, pour rappel, c'était le romarin, la sarriette. Et donc ici on a de l'origan. Oui. Là. Donc l'origan qui se planque un peu. Hein. Il n'aime pas trop les terrains calcaires lui par contre. Là, donc là, ils se planquent un peu, ils sont vraiment tout petits. De toute façon, ça ne grandira pas beaucoup, hein, ça va faire 15 cm. Donc origan du latin origanum, origanon. Donc oros qui est la montagne et le ganos qui est l'éclat. Donc c'est vraiment la plante de la sauce tomate. Donc pour faire les pizzas, hein, comme bon italien qui se respecte. Donc vraiment qu'on va mettre avec le thym. Ça souple très bien. Et même séché, ça garde ses capacités odorantes. Mais du coup, qui a besoin de pas mal de soleil quand même. Oui. Donc qui, sous nos latitudes, pousse on a du mal un peu à la faire pousser. Oui, c'est vrai que toutes les plantes aromatiques viennent du pourtour méditerranéen. Donc il faut quand même des sols secs. Et... Alors ici, donc dans cette même famille des lamiacées, on a du thym. Donc tout à l'heure, on a vu la sarriette. Donc là, on voit donc le thym, on va le retrouver aussi dans des plats plutôt méditerranéens. Des infusions aussi. Et pour sécher, ça garde beaucoup ses vertus. Donc là, l'hiver, on en avait fait sécher au printemps. Et donc l'hiver, on peut se faire des infusions thé-miel. Oui, parce qu'en plus, il y a du miel de thym. Hein. On peut faire du miel de thym. Oui, parce que il y a des plantes qui sont très mellifères. Donc dont l'hysabe qu'on a vu, le thym, donc les abeilles vont vraiment venir butiner. Donc c'est aussi ça, les plantes qu'on choisit au potager, comme la bourrache. Donc la bourrache, c'est une plante annuelle, donc on n'en a pas en ce moment, mais on en a énormément dans le potager, et ça va attirer énormément d'auxiliaires, dont les pollinisateurs. Et donc voilà, c'est pas qu'un potager productif pour nous, c'est vraiment associer vraiment toute cette biodiversité. Derrière le tas là-bas. Mais oui, il y en a une qui est juste là, je vais vous montrer. Un peu plus simple.
Donc là on retrouve de la sauge officinale, du latin salvare, je ne sais plus si tu l'as dit tout à l'heure. Sauver et guérir. Hein. Donc vraiment la plante du jardin par excellence. Hein. Donc, qui a de la sauge dans son jardin ne va pas chez son médecin. Je pense qu'on connaît tous cet adage maintenant. Donc là c'est des plantes qui ont 15 ans pratiquement. Donc pour vous dire, bon là on a l'impression qu'il tire un peu la tête. Donc c'est une plante vivace. Parce que c'est l'hiver, ouais, c'est une vivace. Donc salvia, comme le romarin. Qui est utilisé depuis l'Antiquité. Infusion, on peut pas mal les mettre sur la viande. Souvent c'est sur la viande, on peut faire des beurres de sauge aussi. Ouais, donc, des pestos de sauge j'avais fait. Alors c'est très... Ouais. Pour des pâtes, on n'y pense pas forcément, mais dans un plat de pâtes, ça passe aussi très bien. Ouais, pâte à la sauge, du thé à la sauge aussi. Et donc encore une fois, donc là on est sur la même, comme le romarin, sur des plantes ligneuses. On voit bien la lignine, le bois, et donc là il est assez épais parce que ça fait longtemps qu'elle est au potager. Et donc à côté on a encore du romarin, on voit le tronc aussi. Et derrière, c'est moins connu, c'est la rue. Alors c'était très utilisé au Moyen-Âge. Donc là on voit bien la rue R-U-E. Et donc on la consomme beaucoup moins, donc alors elle est aussi très amère et elle est interdite aux femmes enceintes, donc il faut vraiment à petite dose, c'est pour ça qu'on l'utilise peu, mais en fait elle est aussi intéressante au potager parce qu'elle va éloigner avec sa forte odeur les pucerons. Donc en fait on peut mettre aussi des plantes potagères à proximité par rapport à cet effet répulsif. Héloïse Bastiano, je me permets de vous poser une question. Il y a Océane qui nous pose la question de savoir quand est-ce qu'est le meilleur moment pour tailler la sauge. La sauge, en vrai, on peut le faire un peu n'importe quand, mais le mieux ça reste l'automne, avant l'hiver de toute façon. Avant qu'on passe en hivernage, c'est mieux. Et c'est dès qu'on voit qu'elle prend un peu trop de place, parce que là, la nôtre, elle prend énormément de place. De toute façon, ça va repartir de poubelle. Une sauge, c'est hyper rustique. Donc dès qu'on voit qu'elle nous plaît pas, on coupe, on ratiboise. Et puis, voilà. De toute façon, ce qui est beau, c'est ce qui est bon. Ok, donc la sauge, romarin, donc la rue, voilà, donc c'est vraiment répulsif pour les pucerons. Je vais juste vous montrer la menthe, évidemment, hein, un classique des plantes aromatiques. On a de la menthe et de la mélisse juste à côté pour faire la différence. Donc là, la menthe, on connaît déjà bien. Et la mélisse, c'est celle-ci. Les feuilles sont plus ovales et la mélisse, en grec, ça veut dire abeille. Donc c'est vraiment une plante très mellifère aussi qui va attirer les abeilles. Et donc c'est des plantes herbacées, elles ne sont pas lumineuses. Les citronnelles. Alors ouais, effectivement. Vraiment le feuillage et la tige, on peut la consommer. Et donc on peut faire des infusions de mélisse, de sauge, dans des sirops. C'est très agréable l'été. Donc effectivement, celle-ci, c'est la citronnelle, hein. C'est la mélisse. Oui, mélisse citronnelle. Donc pour faire la différence, parfois c'est plus difficile au défeuillage, donc on sent et vraiment la mélisse a un goût très citronné. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais on a encore le temps de voir. On va finir sur... J'avais une question passée tout à l'heure devant les toits. Et puis derrière, j'ai remarqué que sur le toit, on avait pas mal de végétation. On peut en parler un petit peu? Alors ça, comme ça, oui, donc comme c'est le toit de la porcherie, et en fait on végétalise beaucoup de nos toits, nos toitures, avec en chantier participatif aussi, pour vraiment le côté thermique, pour isoler à la fois du chaud et du froid. Donc là il y a eu vraiment des périodes caniculaires cet été. Et on a fait des tests et vraiment ça prouve que ça baisse en température. Et aussi l'hiver, ça va garder une certaine chaleur. Sinon, c'est vraiment du bois directement en dessous. On retrouve d'ailleurs des plantes qu'on a au potager. Je crois que c'est de l'oseille qui est sur le poids. Le rumex oseille, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est du rumex, c'est la même famille. Mais c'est drôle de voir que ce soit encore vert, alors que c'est vrai qu'en hiver, en fin mois de janvier, on s'attendait à ce que ce soit un peu plus sec. Et là, on a pas mal de... Le problème, c'est qu'on a des hivers qui sont très doux. Là, on a pratiquement 2 mois d'avance sur les fleurs de romarin. Donc là, c'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup en avance. On peut juste on a quasiment fini. En montrant le... J'en profite pour te poser une question sur le chemin. On a Mimi qui nous regarde et qui demande où est-ce qu'on peut trouver la rue. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas très comme aromatique.
Est-ce Ouais. que vous pourriez indiquer si on peut faire des plants, des semis, Alors, moi, on regarde beaucoup sur les semis la ferme de Sainte-Marthe. la ferme de Je Sainte-Marthe? pense qu'il doit avoir de la rue, mais ou alors ça s'achète en plan. Ou je sais pas si on peut faire des boutures. Je sais peut-être Bastien. Alors pour la ça rue. doit être certainement par division au printemps. Donc certainement prendre les racines, diviser. Donc essayer encore une fois de trouver un plan. Un jardinier qui peut expliquer ça. Donc, mais a priori, ou bouture. Souvent c'est de la bouture, sachant que c'est de la vivace. Donc, chercher sur internet et puis trouver un plan. Et à partir du moment où on sait où il y a un plan, c'est possible, je pense, trouver une méthode pour pouvoir la multiplier ou en tout cas avoir des graines ou faire des boutures ou autre. Alors il y a également Urgia Khan qui commente en disant qu'effectivement c'est intéressant d'apprendre à reconnaître les plantes qui sont consommables. Mhm. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, tout à l'heure on a vu un exemple de plante aromatique qui était interdite aux femmes enceintes. Et donc, On a vu 3 d'ailleurs. qu'il faut- Je rappelle l'absinthe, Oui, exactement. la tanaisie et la donc, rue. est-ce que éventuellement, alors là je devance sa question, T'anticipes. en allant plus loin, est-ce que ici, quand vous êtes ouvert au public, vous faites des ateliers spécifiques pour la reconnaissance des plantes? Oui. Puis on met vraiment aussi en garde que chaque plante, il faut bien la connaître. On ne Ouais. consomme pas des plantes sauvages sans s'être renseigné à quelle famille elle appartient, quelle partie de la plante on peut manger, si c'est la racine, la graine, la feuille, la fleur. Oui, ça c'est vraiment l'objet de nos activités pédagogiques. Et puis normalement on fait des infusions aussi. Pour la fête des jardins, on récolte, c'est parce que c'est la saison aussi. Et puis là, on peut plus recevoir, donc on le fait moins. Mais du coup, ce qu'on fait pour conserver, c'est que on sèche nos plantes aromatiques. Donc là, on voit du laurier sauce, de la sauge, ici, et du romarin. Donc vous pouvez chez vous aussi faire sécher. Donc soit quand vous cueillez vos plantes aromatiques, vous mettez après sur une ficelle la tête en bas. Ça va les faire sécher. Ou alors, on peut le faire au déshydrateur. Ou juste, si vous le faites l'été, vous les mettez sur une table et puis elles vont sécher naturellement. D'accord. Il faut vraiment, par contre, lors de la cueillette, s'assurer qu'il n'y ait pas eu d'humidité. Il faut le faire plutôt dans la journée pour qu'après on puisse les conserver et qu'elles puissent bien sécher. Là, Et après, on les compte. Elles ont combien de temps de séchage là à peu près? Alors là, celle-ci, j'avais fait avec le déshydrateur. D'accord. Donc c'était 2 heures, je crois. Tout le monde n'a Mais pas oui, non. Mais bon, sinon, ça peut laisser, je sais pas, l'air libre. Deux jours. En Normand, on peut faire sécher. Ça dépend après de la saison. Mais ça Oui, c'est dépend ça. aussi de comment l'air circule dans la pièce et tout, Mhm. parce qu'il faut faire gaffe qu'il y ait quand même de l'air qui circule, parce que sinon on peut avoir des moisissures qui viennent dessus. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les met bien en bocaux. Enfin, si on les stocke après dans des bocaux en verre, faut bien être sûr pour pas qu'il y ait d'humidité et que ça pourrisse, qu'elles soient bien sèches. Ou sinon, vous pouvez les mettre dans du papier craft. Ça va encore aérer pour être sûr qu'elles soient bien sèches. Ouais, effectivement, on peut les mettre dans des bocaux en verre une fois qu'elle a déjà séché un peu, pour la faire sécher encore plus vite. Et ensuite, on entoure le bocal de, comment on appelle ça, du papier, papier métallique, non, de cuisson. Du papier alu, voilà. Et donc, bon, il faut déjà que l'humidité soit déjà un peu partie pour éviter justement que ça fasse des champignons ou des maladies dedans. Et on a... D'accord. Alors il y a d'autres questions, hein. Vous regarderez, Oui. sur les commentaires. Il y a des questions notamment sur le rumex qui pousse Oui. sur le toit végétalisé. Oui. Et il y a notamment quelqu'un qui demande, Océane, qui demande si c'est une culture spontanée. Alors celle-ci est spontanée. En fait, le rumex, on a plusieurs types donc c'était quoi l'autre nom? L'oseille. L'oseille. Donc là, par exemple, juste à côté, en fait, on a une qui est spontanée. L'oseille Vraiment, sauvage. qui a poussé comme ça avec le vent. Mais en fait, on a tellement de variétés, tellement d'espèces de rumex que, en fait, s'il y en a qui sont spontanées, il y en a d'autres qu'on va plutôt cultiver, mais la plupart du temps, c'est spontané. Et en fait, c'est des plantes qui sont bio-indicatrices. Donc il y a certains types de rumex qui vont nous prouver que le sol est bien équilibré. Il y en a d'autres qui vont nous montrer que le sol, il y a des métaux lourds à l'intérieur. On peut pas mal les retrouver en région parisienne dans les anciennes carrières en fait. Où en fait il y avait des dépôts de poudrette, donc là on utilisait des agents chimiques. Et en fait c'est les rumex qui vont pousser en premier, certains types de rumex, et qui vont nous montrer qu'en fait il y a des métaux lourds dans le sol. D'accord. Donc une plante très intéressante, très large, très compliquée, il y a beaucoup d'espèces, de variétés différentes. Donc il faut s'intéresser à chacune pour savoir ce qu'elle indique et quelles sont les utilisations. La plupart du temps, on peut les manger. Souvent on fait blanchir les feuilles un peu comme des épinards.
Et puis voilà. Il y a la consoude qui est pas très loin aussi. Non, pas vraiment, mais c'est une plante bioindicatrice en fait. D'accord. Par rapport au phosphore du sol et elle capte aussi l'azote. Elle est ici, la consoude. Là. Puis on en a là-bas aussi. Et, oui. Juste pour terminer avec notre projet, parce que du coup en période de confinement, on a une bonne équipe de service civique, comme vous l'avez vu. Et donc on a Bruna qui nous fait des très beaux dessins. Elle a vraiment une formation artistique. Et donc on va vraiment faire tout le potager avec une identification avec notre charte graphique de sa main en fait. Et donc là on a l'exemple de la sauge et de l'oseille. Oui. Et donc à chaque fois on aura ces petits panneaux devant chaque plante. Donc là pour la sauge. Et puis derrière on aura l'explication, l'utilisation en cuisine, etc. Donc à la réouverture de la ferme les week-ends, vous pourrez venir au potager et voir chaque plante, son utilisation. Effectivement, ce sera encore plus informatif que les Oui, parce que là on ne les voit pas très bien. Non. Oui. On est vraiment dans un projet de refaire la signalétique. Et donc elle a un compte Instagram aussi, c'est Pluie Acide. Donc acide, donc seed pour graines, donc S-E-E-D. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir son travail, hein, c'est des choses très mignonnes, voilà. Très jolies. Donc voilà. Donc ouais. D'ailleurs, peut-être qu'on en croisera lors d'un prochain live. Oui, c'est possible, oui, elle est encore avec nous pour quelques mois. Très bien. Voilà. Héloïse, Bastiano, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui étaient vraiment super. Moi, j'ai découvert des plantes que je ne connaissais pas du tout. L'isote, là-bas, je n'avais jamais entendu parler. L'absinthe, c'est peut-être... L'absinthe, je la connaissais. Ah oui, par rapport à peut-être la boisson. Écoutez, c'était vraiment très sympa. Merci à vous d'être venus. On reviendra avec plaisir pour le prochain live à la ferme de Paris. Bonne journée. Okay, merci à vous aussi.